lu et signé. Lu et signé. Lu Et signé. Lu, lu lu et signé. lu Lu et signé. lu et signé. Arrivés à l'église, les Vincent y pénétrèrent bien que la cérémonie ne dût commencer qu'une heure plus tard. Ils s'enfurent tout de suite à la crèche. Ils s'agenouillèrent sur les marches devant l'enfant Jésus, étendu entre l'âne et le bœuf, au milieu de l'étable. « Il ressemble à Vincent », fit Monsieur Vincent. Mais sa femme ne lui répondit rien. Elle était plongée dans une prière si ardente et si profonde que les lumières et les chants, la foule qui vint la bousculer, n'eurent point le pouvoir de lui faire relever la tête. La messe finie, son mari dut lui mettre la main sur l'épaule pour la faire sortir de cette pieuse léthargie. Elle lui montra un visage de cire. « Mon Dieu, dit-il, comme tu te fais du mal à prier. Viens, je suis sûre que Vincent est déjà réveillé et qu'il nous attend. Oui, oui, dit-elle, sauvons-nous. » Et elle l'entraîna, comme si elle se sauvait en effet. Il avait peine à la suivre. Essoufflé, il essaya sur le boulevard de lui faire ralentir le pas. « Non, non, dit-elle, rentrons vite. » Il pensa qu'à cette heure, elle avait peur dans les rues. De fait, l'aspect de ce coin de Paris n'avait plus rien de rassurant. La fête avait eu ses flonflons. De rares lumières éclairent mal l'avenue déserte et, au coin des petites rues obscures, les ombres louches de quelques chevaliers à casquette surveillaient les allées et venues des pauvres filles attardées sur les trottoirs. Ils arrivèrent cependant à la rue Germain-Pilon sans encombre. Aussitôt qu'ils furent dans leur salle à manger, la lampe allumée, la vue de l'arbre de Noël sembla chasser toutes les vilaines images du dehors. Monsieur Vincent, au pied de l'escalier, appela la bonne d'une voix sourde, pour ne pas réveiller le petit. Mais celle-ci ne répondit pas. Comme il voulait monter, Madame Vincent lui dit « Elle s'est endormie à côté de Vincent. Laisse-la et finissons d'arranger tout ici. » Alors, ils mirent aux branches déjà chargées les polichinelles, les poupées et les petites inventions mécaniques achetées dans les boutiques en plein vent du jour de l'an. Le papa Vincent s'apprêtait à glisser dans les souliers de l'âtre un général et une trompette. Quand il en fut empêché par la maman, qui lui dit « Non, non, pas dans les souliers. Ne mets rien dans les souliers. C'est mon affaire. » Et elle étendit une nappe sur un coin de table, y disposa des verres, des assiettes et des gâteaux, et sortit du buffet une bouteille de champagne. Enfin, ils allumèrent les petites bougies roses de l'arbre de Noël. Ce fut une illumination. Il n'y avait rien de plus gai que cette salle ainsi parée, à laquelle il ne manquait plus, pour que la fête commençât, que le petit Vincent. « Je vais le réveiller, » dit la mère. « Toi, attends-nous ici. »« Et les souliers ?» fit observer le père. « Tu les oublies ?»« Je ne les oublie pas. C'est une surprise. Tu verras. »« Bien, bien. » Elle entra une seconde dans la cuisine et là, allongea le bras et prit, sous une caisse, un objet qu'elle dissimula vivement sous le mantelet qu'elle ne s'était pas donné le temps d'ôter depuis son retour. « Ah, je t'y prends, cachottière !» fit la voix de Monsieur Vincent. « Voyons, montre-moi ta surprise. À moi, à moi. Laisse-moi tranquille. Tu es plus enfant que Vincent. Rentre dans la salle à manger. » Il n'avait point l'habitude de lui résister. Il s'en fut se rasseoir en face de l'arbre de Noël. Quant à elle,
elle grimpa rapidement au premier. Elle avait monté si vite l'escalier que, sur le palier, elle dut s'arrêter un instant, une main sur son cœur qui battait à l'étouffer. À sa droite, elle avait la porte entrebâillée qui ouvrait sur la chambre où dormait Vincent. À sa gauche, une porte fermée, qui était celle de la chambre des époux. C'est vers celle-ci qu'elle se dirigea, tirant une clé de sa poche. Elle ouvrit cette porte, la referma derrière elle et fut dans une obscurité opaque. À tâtons, elle s'en fut à la cheminée, se heurtant à des objets qui entravaient sa marche. Enfin, ses doigts rencontrèrent un bougeoir et une boîte d'allumettes, et elle alluma. Aussitôt, la lueur encore hésitante de la bougie éclaira un affreux désordre. Les draps, les matelas arrachés du lit, la table de nuit et le guéridon renversé, des vases, des objets de toilette brisés, une armoire à glace pillée, du linge jeté un peu partout, un carreau brisé à la fenêtre, enfin, sur le plancher, la trace gluante et charbonneuse des savates où s'étaient assourdis les pas des abominables visiteurs. Car, de toute évidence, cette chambre avait été cambriolée. La flamme de la bougie qu'agitait la brise du dehors ajoutait encore, par ses soubresauts, à l'horreur fantastique de cette vision de ravage. Sortir de la tiède atmosphère de fête, du doux enchantement de cette salle du rez-de-chaussée, où tout est préparé pour la plus douce et la plus pure des joies de famille, et se réveiller brusquement au centre de cette épouvante glacée. N'y avait-il pas là plus qu'il n'en fallait pour figer à jamais le cœur bourgeois de la bonne Madame Vincent? En tout cas, même si ce cœur bat encore après une secousse pareille, de quelle inexprimable angoisse la mère du petit Vincent doit-elle être saisie, en songeant au bébé qui repose à 2 pas de cet endroit funeste, saccagé par le passage de cambrioleurs ainsi que par une trombe? Eh bien non. Madame Vincent, qui se promène si précautionneusement au milieu de ce désordre, la bougie à la main et un couteau de l'autre, un énorme couteau de cuisine tout neuf, l'objet mystérieux qu'elle dissimulait tout à l'heure sous son mantelet, Madame Vincent ne marque, par son attitude, ni surprise, ni effroi. Elle savait qu'il y avait eu un cambriolage et elle l'avait caché à son mari pour ne pas gâter la fête, interrompit Bagatelle, qui n'était point dépourvue de logique. Puisque je t'ai dit qu'il n'y avait pas eu de cambriolage. Tu deviens fou ou je deviens idiot? Eh bien, et la femme, la fameuse femme, qu'est-ce qu'elle fait dans tout ça? C'est la femme qui avait cambriolé. Nom de... ma tête en pète. Enfin, va. Quand elle a vu ça, qu'est-ce qu'elle a fait, la mère Vincent? Elle a pénétré dans la chambre du petit Vincent. Elle a réveillé la bonne qui, en effet, s'était endormie. Elle l'a renvoyée dans sa mansarde, achevé son sommeil que rien à l'ordinaire ne venait troubler. Et puis, voici Vincent qui ouvre ses yeux dans les bras de sa maman. Il ne crie pas. Il sait que c'est Noël. Il en a rêvé. Il se réveille avec l'idée fixe des trésors qui l'attendent en bas. Il frappe déjà l'une contre l'autre ses petites mains. « Noël, Noël !» Et il mange de baisers les joues de sa maman comme si elles étaient en nougat de Montélimar. Le petit est bientôt au centre des plaisirs. Il tend maintenant ses mains vers l'arbre de Noël. Il veut tout toucher, tout prendre, jouir de tout à la fois. Mais tout à coup, la joie de l'enfant est suspendue. Il a vu les petits souliers dans la cheminée et constate qu'ils sont vides.
et voilà qu'il pleure. Vincent tourne vers sa femme un regard de reproche. « Pourquoi lui as-tu causé cette peine ?» Mais elle a déjà pris le petit dans ses bras, le câline, essuie ses larmes, le console. Petit Jésus n'a pas voulu tout apporter ce soir. Il reviendra demain matin. « C'est bien vrai, maman ?»« Oui, il y aura un beau cadeau dans tes souliers. » Confiant, Vincent a retrouvé sa gaieté. « Mais quelle surprise lui réserves-tu donc ?» demande tout bas le père. « Tu verras, » répond-elle mystérieusement. Et Madame Vincent prend la bonne tête de l'époux, l'approche de celle du petit et les couvre toutes les deux de gros baisers passionnés qu'accompagnent des pleurs silencieux. Cette démonstration inattendue et un peu nerveuse n'est point sans inquiéter papa Vincent. « Tu me fais peur » souffle-t-il à sa femme. « Soupons » lui répond-on. Et ils soupent gentiment, et l'on débouche le champagne, et l'enfant a le droit de tremper ses lèvres dans la mousse, après quoi il se rendort, des joujoux plein les bras sur les genoux de son père. « Monte-le » dit la maman. « Veille-le 2 minutes pour être sûr qu'il est bien endormi. Moi, je souffle les bougies de l'arbre pour qu'il n'arrive pas d'accident et je monte dans la chambre. » Vincent obéit. De son côté, Madame Vincent a accompli sa besogne. Il n'y a plus que de l'obscurité, là où tout à l'heure rayonnait l'arbre de Noël. Elle gravit l'escalier éclairé par la faible lueur qui vient de la porte de la chambre du petit, entr'ouverte. On dirait que les jambes de la bonne dame ont peine à la soutenir, tant elle s'accroche à la rampe, comme si elle redoutait de tomber. Arrivée au palier, elle pousse un soupir. « Qu'est-ce que tu as ?» demande la voix sourde du père dans la chambre du petit. Mais maman Vincent ne répond pas. Elle n'a plus la force de prononcer une parole. Elle détourne la tête et pénètre dans la chambre saccagée dont elle a quelque peine à ouvrir la porte. Elle allume la bougie. Elle revoit l'horreur. Elle se saisit du couteau, du grand couteau de cuisine tout neuf et si aigu, si bien affilé. Et elle attend derrière la porte, à demi poussée. Monsieur Vincent, dans l'autre chambre, lui parle. Elle ne répond toujours pas. Voici les pas de l'homme sur le palier. Elle l'attend. Papa Vincent apparaît, sa large poitrine bien éclairée par la lueur rougeâtre de la bougie à la flamme vacillante. Il dit « Pourquoi ne me réponds-tu pas, ma chérie ?» Mais il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Maman Vincent a allongé le bras et a frappé 2 coups terribles. L'homme s'est abattu en poussant un cri, mais elle s'est jetée sur lui et lui met la main sur la bouche. « Tais-toi, tais-toi !»« Oh, c'est toi !» fait l'homme qui râle. « C'est toi !»« Oui, c'est moi, tais-toi !» L'homme, entre 2 hoquets, trouve encore la force de dire « Ferme au moins la porte. » Elle se traîne jusqu'à la porte, la referme et revient près du grand corps sanglant, qu'elle regarde maintenant avec des yeux qu'emplissent les larmes de l'épouvante. « Ma chérie, soupire le malheureux. « Tu as bien fait. Mais as-tu bien tout préparé? On ne se doutera pas? » « Non, on ne se doutera de rien. » Et elle s'allonge près de lui et colle ses lèvres à celles de sa victime. « Tu me pardonnes? Si je te pardonne, tu as eu plus de courage que moi. Ne dis pas ça. Si je t'avais laissé faire, tu te serais tuée et on aurait cru que tu t'étais suicidée. J'ai simulé un cambriolage.
Tu as bien fait. Oui. C'est la déroute complète. C'est pire encore que ce que je t'ai dit avant-hier, la débâcle. Plus un sou. Le directeur en fuite. Toutes les économies des employés englouties. Tu as bien fait, ma chérie. Il ferma les yeux et ne dit plus rien. Elle le crut mort. Elle souleva doucement le couteau de l'horrible plaie. Alors, les paupières du père Vincent se soulevèrent encore. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il dans un souffle. « Rien. »« Ne touche pas, » fit-il encore. « Ne touche pas au couteau. » « Tais-toi, mon chéri. Il faut, tu comprends, qu'on m'interrogerait. Il faut que je ne puisse pas répondre. Il faut qu'on nous ait assassinés tous les deux. Tu comprends, Vincent? Si tu pouvais, ne meurs pas avant moi, mon chéri. Attends, tiens, donne-moi ta main. Aide-moi. Rends-moi à ton tour ce service-là. Aide-moi, Vincent, là, comme ça, fort. Ah. Aidée de la main de Vincent, elle s'enfonça posément, fortement, le couteau dans le cœur. Et elle mourut en murmurant « Vincent, 100 000 francs dans tes souliers. » Jean-Joseph s'était repris à chialer. Il dit « Le père Vincent ne mourut que le lendemain. Il eut le temps de m'expliquer qu'il n'aurait jamais pu continuer à payer l'assurance sur la vie qu'il avait contractée sur la tête du petit. Ils étaient trop vieux pour se remettre au travail. De cette façon, ils étaient sûrs que Vincent continuerait, lui, à ne manquer de rien. Bagatelle ne blaguait plus. « Alors, l'histoire de femme, demanda-t-il, c'était celle de la mère Vincent ?»« Oui, répliqua Jean-Joseph. Tu en as souvent vu, toi, des gens qui s'aiment comme ça. »« Peu !» fit Bagatelle en se secouant. « C'est une histoire d'amour. Je ne dis pas non. Mais ça n'est pas ça qu'on peut appeler une histoire épouvantable. »« Le pire, tu l'ignores, Bagatelle, » reprit Joseph, d'une voix devenue subitement sourde. « Après enquête, l'assurance n'a pas payé. »